Que voulez-vous? Je n'y peux rien. Il y a des gens qui reviennent plus souvent que d'autres dans ces histoires. Pascal, par exemple. Pourtant, son œuvre mathématique n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de ses pensées et autres provinciales, mais une goutte d'eau qui a marqué. Cette fois-ci, nous allons suivre Pascal enfant. Pascal et sa découverte de la géométrie. Écoutez d'abord sa légende, vue par Chateaubriand. Il y avait un homme qui, à 12 ans, avec des barres et des ronds, avait créé les mathématiques, qui, à 16, avait fait le plus savant traité des coniques qu'on eût vu depuis l'Antiquité, qui, à 19, réduisit en machine une science qui existe tout entière dans l'entendement. Bon, la machine de Pascal, elle est dans les histoires d'informatique. Les barres et les ronds, avec les coniques, sont le sujet du jour. Enfin, qui dans les courts intervalles de ces mots résolut en se privant de tout secours un des plus hauts problèmes de géométrie, et jeta au hasard sur le papier des pensées qui tiennent autant du Dieu que de l'homme. Cet effrayant génie se nommait Blaise Pascal. Oh, il n'a pas l'air si effrayant sur ce portrait dessiné par son père. Dans cette famille, il y avait 3 enfants. L'aînée, Gilberte, Blaise, et la petite dernière, Jacqueline. La mère était morte peu après la naissance de Jacqueline, et le père, Étienne, avait élevé ses 3 enfants seul. D'abord à Clermont-Ferrand, puis après avoir vendu sa charge de juge à Paris. Mais en 1638, le chancelier Séguier ayant décidé que le royaume avait besoin de l'argent prêté par ses rentiers, nombre de ceux-ci, dont Étienne Pascal, se retrouvèrent ruinés. Mettez-vous à leur place, il y avait de quoi exprimer un certain mécontentement. Mais non, nous sommes sous Louis XIII, on n'est pas mécontent du roi. Et voilà Étienne Pascal obligé de se faire oublier quelque temps. Mais heureusement, sa charmante fille Jacqueline était là pour lui sauver la mise. À 13 ans, elle prend les choses en main auprès du cardinal de Richelieu. Comme elle vit que Madame Saintot tardait et que Monsieur le cardinal se levait pour se retirer, elle s'en alla à lui, toute seule. Quand il la vit approcher, il se rassit, la tint sur ses genoux, et en la caressant, il vit qu'elle pleurait. Il lui demanda ce qu'elle avait. Elle lui fit son compliment que Madame d'Aiguillon accompagnait de quantité de paroles obligeantes. Sur quoi Monsieur le cardinal dit qu'il lui accordait le retour de son père, et qu'il pouvait revenir quand il voudrait. Alors cette petite, d'elle-même, sans que cela eût été prévu, lui dit Monseigneur, j'ai encore une grâce à demander à votre éminence. Monsieur le cardinal était si ravi de sa gentillesse et de cette petite liberté qu'il lui dit Demandez-moi ce que vous voudrez, je vous l'accorderai. Elle lui dit C'est que je supplie votre éminence de trouver bon que mon père ait l'honneur de lui faire la révérence quand il sera de retour, afin qu'il puisse la remercier lui-même de la grâce qu'elle nous fait aujourd'hui. Oh, la brave petite! Nous serions prêts, vous et moi, à prédire un avenir des plus brillants à une enfant aussi exceptionnellement douée. Eh bien, pas du tout. Quelques années plus tard, en janvier 1646, le père se casse la jambe en tombant sur la glace. 2 médecins animés du plus parfait dévouement s'installent chez lui le temps de sa guérison. Ils en profitent pour conseiller de saines lectures à toute la famille. Et voilà Jacqueline et son frère Blaise convertis au jansénisme. Jacqueline rentrera dans les ordres à Port-Royal, à la mort de son père. À l'époque, la figure dominante du jansénisme en France était Antoine Arnauld. Oui, oui, celui de la logique de Port-Royal et des éléments de géométrie. Il ne tardera pas à se rendre compte des recrues de choix
qu'il a chez les Pascal. Toute la famille est mise à contribution, jusqu'à la petite Marguerite, fille de la sœur aînée et donc nièce de Blaise et Jacqueline, qui guérit fort opportunément d'une mauvaise infection oculaire, grâce à une sainte épine pieusement conservée à l'abbaye de Port-Royal, où sa tante a pris l'habit. Pensez donc, un miracle divin au pire moment de la querelle entre jésuites et jansénistes. Cela ne pouvait pas mieux tomber. Le problème dans toutes ces belles histoires est qu'elles sont racontées par Gilberte Perrier. Gilberte, c'est la sœur aînée, farouchement attachée à la réputation familiale, à la sainteté de sa petite sœur Jacqueline et aux exploits de son génie de frère. Voilà, tout cela avait pour unique but de vous avertir que ce qui va suivre est à prendre avec un zeste d'esprit critique. Son génie à la géométrie commença à apparaître alors qu'il n'avait encore que 12 ans, par une rencontre si extraordinaire qu'il me semble qu'elle mérite bien d'être déduite en particulier. Mon père était homme savant dans les mathématiques et avait habitude par là avec tous les habiles gens en cette science, qui était souvent chez lui. Mais comme il avait décidé d'instruire mon frère dans les langues, et qu'il savait que la mathématique est une science qui remplit et qui satisfait beaucoup l'esprit, il ne voulut point que mon frère en eût aucune connaissance, de peur que cela ne le rendît négligent pour le latin et les autres langues dans lesquelles il voulait le perfectionner. Oh, interdisez quoi que ce soit à un enfant, il va poser des questions. Le père répond que la mathématique est l'art de faire des figures justes. Alors, en cachette, le petit Blaise prend du charbon et dessine des figures justes sur le carrelage. Mais comme il ne connaît rien, il n'en savait même pas les noms. Il fut contraint lui-même de se faire des définitions. Il appelait un cercle un rond, une ligne une barre, et ainsi des autres. Après ces définitions, il se fit des axiomes, et enfin il fit des démonstrations parfaites. Et comme l'on va de l'un à l'autre dans ces choses, il poussa ses recherches si avant qu'il en vint jusqu'à la 32e proposition du premier livre d'Euclide. Comme il en était là, mon père entra dans le lieu où il était, sans que mon frère l'entendît. Oh, vous imaginez la scène? Le père devant son fils, en train de démontrer que la somme des angles d'un triangle vaut 2 angles droits, sans savoir ce qu'est un angle droit. Mon père fut si épouvanté de la grandeur et de la puissance de ce génie que sans lui dire un mot, il le quitta et alla chez monsieur Lepailleur, qui était son ami intime et qui était aussi fort savant. Étienne fond en larmes, les émotions étaient volontiers lacrymales à l'époque. Lepailleur lui demande « Qu'est-ce qui se passe ?» Mon père lui répondit « Je ne pleure pas d'affliction, mais de joie. Vous savez les soins que j'ai pris pour ôter à mon fils la connaissance de la géométrie, de peur de le détourner de ses autres études. Cependant, voici ce qu'il a fait. » Sur cela, il lui montra tout ce qu'il avait trouvé, par où l'on pouvait dire en quelque façon qu'il avait inventé les mathématiques. Bon, maintenant vous savez d'où Chateaubriand a tiré son résumé percutant. Pourtant, d'autres récits étaient plus réalistes, comme celui de Tallemant des Réaux. Le président Pascal a laissé un fils qui témoigna dès son enfance de l'inclinaison qu'il avait aux mathématiques. Son père lui avait défendu de s'y adonner qu'il n'eût bien appris le latin et le grec. Cet enfant, dès 12 ou 13 ans, lut Euclide en cachette et faisait déjà des propositions. Oui, bon, en même temps, comprendre Euclide tout seul à 12 ou 13 ans, c'est presque aussi exceptionnel que de tout réinventer. Alors continuons à écouter la grande sœur.
Blaise a enfin le droit de lire Euclide, et évidemment, aussitôt lu, aussitôt compris. Mais il ne s'en tient pas là. Il composait et allait si avant qu'il se trouvait régulièrement aux conférences qui se faisaient toutes les semaines, où tous les habiles gens de Paris s'assemblaient pour porter leurs ouvrages ou pour examiner ceux des autres. Mon frère y tenait fort bien son rang, tant pour l'examen que pour la production, car il était de ceux qui y portaient le plus souvent des choses nouvelles. L'assemblée en question, c'est le groupe réuni autour de Mersenne. Pascal y a fait une rencontre déterminante, celle de Girard Desargues. Oh, il n'est peut-être pas de ceux qui portent le plus souvent des choses nouvelles, mais il comprend parfaitement ce qu'a fait Desargues dans son brouillon projet. C'est révolutionnaire, et ce n'est pas facile à assimiler, je vous le raconte ailleurs. Il en était si satisfait qu'il y mettait son esprit tout entier, de sorte que pour peu qu'il s'y appliquât, il avançait tellement qu'à l'âge de 16 ans, il fit un traité des coniques qui passa pour un si grand effort d'esprit qu'on disait que depuis Archimède, on n'avait rien vu de cette force. Les habiles gens étaient d'avis qu'on l'imprime tout de suite, parce qu'ils disaient qu'encore que ce fût un ouvrage qui serait toujours admirable, néanmoins, si on l'imprimait alors que celui qui l'avait inventé n'avait encore que 16 ans, cette circonstance ajouterait beaucoup à sa beauté. Mais comme mon frère n'a jamais eu de passion pour la réputation, il ne fit pas cas de cela, et ainsi cet ouvrage n'a jamais été imprimé. Et dire que nous ignorons toujours le meilleur ouvrage de mathématiques depuis Archimède. Quel malheur! Pas tout à fait, cependant. Il nous en reste ceci. L'essai pour les coniques. Oh, même pas un essai, juste une affiche d'une seule page. Il commence par une définition fondamentale, la grande nouveauté apportée par Desargues. Des droites concurrentes ou bien des droites parallèles sont un seul et même objet, parce que les droites parallèles se coupent en un point à l'infini. Ce paradoxe permet de regrouper des notions différentes qui demandaient jusque-là autant de cas particuliers. Il permet par exemple d'étendre à tous les genres de coniques un théorème valable pour une sorte. Vous voulez un exemple? Voici le théorème de Pappus. On le trouve au livre 7 de sa collection mathématique, dispersée en plusieurs cas particuliers. Prenez deux droites, en noir sur la figure. Choisissez 3 points quelconques sur chacune et reliez les couples de points par les 6 segments bleus. Chaque point est relié aux deux de l'autre droite qui n'ont pas le même rang que lui. Bien, la figure ainsi formée s'appelle un hexagramme. Les points d'intersection X, Y et Z sont alignés. Oui, mais voilà, deux droites forment une conique particulière, une hyperbole dégénérée si vous voulez. C'est ce que l'on obtient quand on coupe un cône par un plan passant par le sommet. Pascal a compris que le théorème de Pappus était vrai pour n'importe quelle conique. Prenez 6 points, par exemple sur une ellipse, comme ici. Reliez-les 2 à 2 par l'hexagramme bleu. Alors les points d'intersection X, Y et Z sont alignés. Mieux, c'est une propriété caractéristique des coniques. Si les points d'intersection X, Y, Z d'un hexagramme sont alignés, alors les 6 sommets sont sur une même conique. Étonnant, non? Le théorème de Pascal n'est pas directement énoncé tel quel dans son essai pour les coniques, mais il est équivalent à un de ses énoncés. Et le reste alors? Ce fameux traité sur les coniques dépassant la géométrie grecque a-t-il existé? Il semble que oui.
D'après Mersenne, Pascal avait été capable de déduire de son seul théorème sur l'hexagramme la plupart des propriétés que l'on trouve dans les coniques d'Apollonius, plus de nombreuses autres, en tout plus de 400 propositions. Il existe un autre témoignage sur ce traité disparu. De 1672 à 1676, Leibniz séjourne à Paris en mission diplomatique. La mission consiste à convaincre Louis XIV de ne pas envahir l'Allemagne. Et elle n'aura qu'un succès limité, comme l'on sait. Par contre, ces 4 années seront extrêmement fructueuses sur le plan scientifique. Leibniz profite de ses contacts en France pour lire tout ce qu'il peut comme manuscrit de Descartes d'une part, de Pascal d'autre part. Pour ce dernier, il correspond avec le neveu de Pascal, Étienne Perrier, le fils aîné de Gilberte. À la suite de son père, il est conseiller à la cour des aides de Clermont-Ferrand. Son père, c'était Florin Perrier, le mari de Gilberte. C'est lui qui, presque 30 ans plus tôt, avait fait pour Pascal les mesures de pression atmosphérique au sommet du Puy de Dôme. La famille s'occupe de la publication posthume des œuvres de Pascal. Et bien sûr, les textes religieux sont les plus importants. Mais tout de même, Perrier aimerait bien savoir ce qui, dans les manuscrits mathématiques de Pascal, mérite d'être publié. En plusieurs envois, Leibniz reçoit des centaines de pages manuscrites de Pascal, les lit et prend des notes. Voici un extrait de ces notes. En haut à gauche, la date, janvier 1676. À droite, souligné, ces mots en latin. Hexagrammum Pascalianum, mysticum ut vocat, idemque semper conicum. Hexagramme pascalien, mystique comme il l'appelle, et qui est toujours conique. Dans une lettre à Perrier quelques mois plus tard, Leibniz est plus précis. Après avoir expliqué la génération des sections du cône, faite optiquement par la projection d'un cercle sur un plan qui coupe le cône des rayons, il explique les propriétés remarquables d'une certaine figure composée de 6 lignes droites qu'il appelle hexagramme mystique. Et il fait voir par le moyen des projections que tout hexagramme mystique convient à une section conique, et que de toute section conique, on déduit un hexagramme mystique. En clair, c'est l'énoncé du théorème de Pascal que Leibniz a trouvé là, avec toutes les propositions que Pascal sait en déduire. D'autant qu'en plus, Pascal a su tirer parti d'une extension cruciale. Et comme il arrive que quelques-unes de ces 6 droites qui font l'hexagramme sont infiniment petites, c'est de là que viennent les propriétés des touchantes des sections du cône. Dans le langage de l'époque, les touchantes, ce sont les tangentes. Rendez-vous compte, entre 1675 et 77, Leibniz est précisément en train d'inventer le calcul différentiel. Cette même année 1676, il calcule des dérivées de fonctions usuelles. Il a déjà utilisé pour cela les travaux de Pascal sur les calculs de volume et de centre de gravité. Et voilà que dans les manuscrits sur les coniques, il découvre une approche purement géométrique, datant de 1640, consistant à faire tendre des séquentes vers des tangentes. La recommandation de Leibniz est claire. Non seulement le traité des coniques de Pascal est un ouvrage complet, mais je conclus que cet ouvrage est en état d'être imprimé, et il ne faut pas demander s'il le mérite. Je crois même qu'il est bon de ne pas tarder davantage, parce que je vois paraître des traités qui ont quelque rapport à ce qui est dit dans une partie de celui-ci. C'est pourquoi je crois qu'il est bon de le donner au plus tôt, avant qu'il perde la grâce de la nouveauté. Et nous,
nous concluons que Gilberte n'exagérait peut-être pas tant que ça sur le génie de son frère. Mais pourquoi la recommandation de Leibniz n'a-t-elle pas été suivie des faits? Que sont devenus ces manuscrits? On l'ignore. On ignore aussi pourquoi Pascal lui-même n'a pas voulu publier ses coniques. Dans les années qui ont suivi, il a été très occupé par sa machine arithmétique. Ensuite, à part 2 années passées à fréquenter le beau monde, sa pensée religieuse a pris le pas sur ses mathématiques. Mais pas complètement. Comme vous le savez, son échange de lettres avec Fermat, en 1654, a démarré la théorie des probabilités. Les réflexions de Pascal faisaient suite à une conversation qu'il avait eue sur le jeu avec cet homme, Antoine Gombaut, chevalier de Méré. Homme d'esprit, homme du monde, il se permettait de donner des leçons à Pascal. Sainte-Beuve a dit de lui: je le soupçonne fort d'avoir été de ceux qui sont frivoles dans le sérieux et pédants dans le frivole. Sainte-Beuve n'avait pas tort, si on en juge par une lettre insupportable de fatuité où il prend Pascal de haut. Il vous reste encore une habitude que vous avez prise en cette science à ne juger de quoi que ce soit que par vos démonstrations, qui le plus souvent sont fausses. Ces longs raisonnements tirés de ligne en ligne vous empêchent d'aborder des connaissances plus hautes, qui ne trompent jamais. Je vous avertis aussi que vous perdez par là un grand avantage dans le monde, car lorsqu'on a l'esprit vif et les yeux fins, on remarque à la mine et à l'air des personnes qu'on voit quantité de choses qui peuvent beaucoup servir. Leibniz est outré. J'ai presque ri des airs que monsieur le chevalier de Méré s'est donné dans sa lettre à monsieur Pascal. Monsieur de Méré en profitait pour parler de haut à monsieur Pascal. Il semble qu'il se moque un peu, comme font les gens du monde qui ont beaucoup d'esprit et un savoir médiocre. Il voudrait nous persuader que ce qu'ils ne comprennent pas est peu de choses. Gombaut a raconté sa rencontre avec Pascal, en déguisant à peine les noms. Le duc de Rohanay a l'esprit mathématique, et pour ne pas s'ennuyer sur le chemin, il avait amené un homme entre deux âges qui n'était alors que fort peu connu, mais qui depuis a bien fait parler de lui. C'était un grand mathématicien qui ne savait que cela. Ces sciences ne donnent pas les agréments du monde, et cet homme, qui n'avait ni goût ni sentiment, n'arrêtait pas de se mêler de tout ce que nous disions, mais il nous surprenait presque toujours et nous faisait souvent rire. Mais Pascal est plus fin que ce que croit Gombaut. Il se rend parfaitement compte que les autres se moquent de lui et finit par se taire. Au bout de 2 jours, dit Gombaut, il ne disait presque rien qui ne fût bon et que nous n'eussions voulu dire, et sans mentir, c'était être revenu de bien loin. Et Gombaut, tout fier de conclure: depuis ce voyage, il ne songea plus aux mathématiques qui l'avaient toujours occupé, et ce fut là comme son abjuration. Ben non, bien sûr, Pascal n'avait pas totalement abjuré. En revanche, ce voyage avait été l'occasion de comprendre une différence. Les géomètres, qui ne sont que géomètres, ont donc l'esprit droit, mais pourvu qu'on leur explique bien toutes choses par définitions et principes. Autrement, ils sont faux et insupportables, car ils ne sont droits que sur des principes bien éclaircis. Et les fins qui ne sont que fins ne peuvent avoir la patience de descendre jusque dans les premiers principes des choses spéculatives et d'imagination, qu'ils n'ont jamais vues dans le monde et tout à fait hors d'usage. Il est rare que les géomètres soient fins et que les fins soient géomètres, à cause que les géomètres veulent traiter géométriquement ces choses fines et se rendre ridicules. Et les esprits fins, au contraire, sont si étonnés quand on leur présente des propositions où ils ne comprennent rien, qu'ils s'en rebutent et s'en dégoûtent. Mais les esprits faux ne sont jamais ni fins, ni géomètres.
Toujours probablement inspiré par les railleries de Gombeau, Pascal se laisse aller à quelques paradoxes. La vraie éloquence se moque de l'éloquence. La vraie morale se moque de la morale. Se moquer de la philosophie, c'est vraiment philosophe. Et se moquer du chevalier de Méré, ben, c'est un juste retour des choses, non? D'ailleurs, vous croyez, vous, qu'on en parlerait encore s'il n'avait pas rencontré Pascal?